soldat a inventé le Coca-Cola, mais est mort dans la pauvreté. Histoire de la société Coca-Cola. Nous savons tous ce qu'est le Coca-Cola et à quel point nous connaissons bien le terme. 95% du temps, chaque fois que nous buvons une boisson gazeuse à l'extérieur, c'est de cette société de boissons. Il est devenu tellement popularisé à la fin du XXe siècle qu'il a régné sur le marché mondial pendant des décennies avant l'invention des géants du logiciel et des sociétés de produits en ligne. Mais savez-vous comment tout a commencé, et cela n'a jamais été ce que cela signifiait être? Vous avez vu le succès de cette entreprise mais n'avez jamais regardé en arrière son histoire. Alors, asseyez-vous avec patience et parcourez cette vidéo intéressante si vous voulez connaître l'histoire passionnante de ce géant des boissons gazeuses. Il est difficile d'imaginer un monde sans Coca-Cola, la boisson gazeuse la plus populaire au monde. Le pharmacien John Stice Pemberton a créé la formule originale le 8 mai 1886. Né le 8 janvier 1831 à Knoxville, en Géorgie, Pemberton a obtenu son diplôme de médecine à 19 ans au Reform Medical College of Georgia à Macon. Il a pratiqué la médecine et la chirurgie au début de sa carrière, ouvrant plus tard sa propre pharmacie à Columbus, en Géorgie. Pendant la guerre de sécession, Pemberton a combattu pour le Sud, atteignant le grade de lieutenant-colonel. Il a déménagé à Atlanta après la guerre où il a commencé à vendre des médicaments brevetés et à exploiter son propre laboratoire, la Pemberton Chemical Co. L'un des produits qu'il vendait s'appelait Pemberton French Wine Coca, une boisson à base de vin et d'extrait de coca qui était prescrite pour soigner les troubles nerveux, les maux de tête et d'autres maux. La boisson était très similaire au vin Mariani, une boisson à base de cacao extrêmement populaire développée en 1863 à Paris. Lorsqu'Atlanta a interdit la vente d'alcool en 1885, Pemberton a changé la formule et a commencé à vendre uniquement du sirop de coca. Cette année-là, Pemberton a mélangé une version du sirop dans une bouilloire en laiton dans son jardin qui deviendrait plus tard Coca-Cola. Il contenait des extraits de cocaïne et de noix de cola, une riche source de caféine, et du sucre pour sucrer à la place du vin. Pemberton a apporté la concoction à la pharmacie Jacob à proximité pour une dégustation. Là, il a été mélangé avec de l'eau gazeuse sous forme de soude. Il devait être vendu comme un tonique cérébral et offert comme une boisson idéale pour la tempérance. Son comptable, Frank Robinson, a proposé le nom de Coca-Cola et a également développé le style de script qui reste le logo de l'entreprise. Au début, l'intérêt pour le tonique était relativement faible. Bien que Pemberton ait attiré des investisseurs et consacré du temps à la promotion de la boisson, il ne voyait apparemment aucun potentiel réel dans la formule. Lorsqu'Atlanta a abrogé ses lois d'interdiction en 1887, il s'est remis à se concentrer sur sa boisson originale à base de coca au vin. En 1888, il vend ses droits à Coca-Cola pour la somme de $1 750. Il est décédé plus tard cette année-là, le 16 août. En 1892, la société Coca-Cola a été officiellement fondée à Atlanta par Candler. Sous la direction de M. Candler, la distribution de Coca-Cola s'est étendue aux fontaines à soda au-delà d'Atlanta. En 1895, Coca-Cola était vendue dans tous les États de l'Union. Grâce à une série de transactions, un autre pharmacien d'Atlanta, Asa Griggs Candler, a acquis la propriété de l'ensemble de l'entreprise en 1891. Ils ont commencé à vendre du Coca-Cola en bouteille et à vendre du sirop à des sociétés d'embouteillage indépendantes par le biais d'accords de licence. À la fin de la décennie, Coca-Cola était devenue l'une des boissons en fontaine les plus populaires du pays, vendue partout aux États-Unis, ainsi qu'au Canada. Au cours des premières années de l'entreprise, la formule Coca-Cola a été modifiée à plusieurs reprises. Jusqu'en 1905, il contenait des extraits de cocaïne et de noix de cola. Candler a retiré la cocaïne et ajouté de l'acide citrique et une variété d'arômes de fruits. Aujourd'hui, des milliards de personnes boivent du Coca-Cola chaque jour dans presque tous les pays du monde. La première publicité de Coca-Cola disait Coca-Cola. Délicieux. Rafraîchissant. Exaltant. Revigorant.
En 1948, Coca-Cola avait revendiqué environ 60% de la part de marché. En 1919, la société a été vendue à Ernest Woodruff Trust Company of Georgia. En 1984, la part de marché de The Coca-Cola Company est tombée à 21,8% en raison de la sortie de nouveaux concurrents, à savoir Pepsi. Les premiers dirigeants de Coca-Cola pensaient que leurs produits devaient être abordables et disponibles partout. Pour y parvenir, la société a maintenu le prix du Coke à 500, ou un nickel, pendant près de 70 ans. Malgré l'impact des deux guerres mondiales et de la Grande Dépression, la société a insisté sur le fait que l'essai et l'acceptation de son produit pouvaient être maximisés au mieux en faisant du Coca-Cola une boisson abordable pour tous. Ce prix stable a contribué à l'augmentation de la demande des consommateurs pour le produit, ce qui a incité les embouteilleurs à acheter plus de sirop pour fabriquer le produit. Bien qu'il s'agisse d'un produit savoureux, l'existence de Coca-Cola était inconnue de nombreux consommateurs en dehors du sud-est des États-Unis. Pour répondre à ce problème, Asa J. Candler, qui a acheté la recette du Coca-Cola et l'inventeur John Pemberton en 1888, a commencé à offrir des coupons d'échantillons gratuits à tous ceux qui essaieraient une gorgée de Coca. Alors que l'industrie des boissons traversait une ère d'immenses changements et de concurrence à la fin des années 1800, Candler s'est concentré sur l'expansion de la distribution. En vendant plus largement les droits d'embouteillage de Coca-Cola, il visait à créer une demande nationale pour son produit. En 1899, Candler a vendu les droits d'embouteillage de Coca-Cola à 3 hommes d'affaires entreprenant Benjamin F. Thomas, Joseph B. Whitehead et John Lupton à Chattanooga, Tennessee pour seulement $1, formant ce qu'on appelle aujourd'hui le système Coca-Cola. Un partenariat de franchise entre la société Coca-Cola et plus de 250 embouteilleurs dans le monde, ce système a étendu la portée de Coca-Cola bien au-delà de ce que Candler avait jamais imaginé maintenant avec des ventes dans plus de 200 pays. Presque immédiatement après son lancement, Coca-Cola a fait face à un nombre énorme de « sosies » tentant d'imiter son succès. Pour y faire face, Coca-Cola a mis les entreprises de verre au défi de créer un nouveau design de bouteille si distinct qu'il pourrait être reconnu lorsqu'il est brisé sur le sol ou au toucher dans l'obscurité. En 1915, inspiré par la forme de la cabosse de cacao, la Root Glass Company a créé ce qui est maintenant connu sous le nom de bouteille contour pour distinguer Coke de ses pairs. Aujourd'hui âgée de plus de 100 ans, la bouteille contour est devenue une icône célébrée et immédiatement reconnaissable dans le monde entier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le président de Coca-Cola, Robert Woodruff, pensait que chaque militaire et femme américain devrait avoir un Coca à leur disposition pour 500, peu importe où il se trouvait ou le coût pour l'entreprise. Un groupe d'employés connu sous le nom d'observateurs techniques a été dépêché avec l'armée américaine pour mettre en place, superviser et surveiller les opérations des unités d'embouteillage qui distribueraient Coca-Cola aux troupes américaines à l'étranger. La vision de Woodruff au cours de cette période critique de l'histoire américaine a aidé à établir Coke en tant que société mondiale en introduisant le produit sur différents marchés. En plus de son impact mondial, cet acte a inculqué un niveau de fidélité à la marque parmi les troupes et les familles en Amérique dont l'amour et le soutien pour le produit ont duré des générations. L'achat de The Minute Maid Corporation en 1960 a marqué la première entreprise de l'entreprise en dehors des boissons gazeuses. Au moment de cet achat, Minute Maid représentait le tiers des ventes de la catégorie jus aux États-Unis et s'était forgé une réputation pour la qualité de son produit. Cet investissement a été une étape clé pour Coca-Cola pour élargir et diversifier son portefeuille dans les années à venir. Après l'acquisition réussie de Minute Maid, au cours des prochaines années, Coca-Cola a introduit Sprite, la première boisson citron-lime de l'entreprise. Tab, sa première boisson diététique, et Fresca, une boisson aux agrumes sans sucre. Depuis lors, The Coca-Cola Company s'est développée pour proposer plus de 3800 boissons dans un large éventail de catégories. Rien qu'en 2015, l'entreprise a lancé plus de 600 nouveaux produits. À la fin des années 1970,
Coca-Cola a commencé à développer une nouvelle boisson qui relancerait les ventes de cola et satisferait l'appétit croissant des consommateurs pour les boissons hypocaloriques. En 1982, en grande pompe, la société a introduit le Coke Diet comme la première extension de la marque Coca-Cola. Bien que l'on craignait au départ qu'une nouvelle boisson diététique ne diminue la marque, moins d'un an après le lancement de Diet Coke, elle est devenue la meilleure boisson sans sucre du pays. L'introduction de Diet Coke a été une étape importante pour l'entreprise car elle a ouvert une nouvelle période qui a incité l'entreprise à prendre des risques en introduisant de nouvelles boissons uniques pour répondre aux besoins changeants des clients. Dans une tentative de revitaliser le marché du cola en 1985, The Coca-Cola Company a retiré son produit phare du marché pour introduire New Coke, marquant le premier changement de formule en 99 ans. Bien que l'introduction de New Coke ait d'abord été considérée comme la bévue commerciale du siècle, certains analystes l'ont considérée comme un coup accidentel de génie du marketing. Au milieu d'une couverture médiatique négative, de protestations, de lettres, d'appels téléphoniques et de consommateurs essayant de remplir leurs armoires avec autant de Coca-Cola original que possible, un lien émotionnel a été découvert entre la marque Coca-Cola et ses consommateurs. Annonçant le retour de la formule originale de Coca-Cola lors d'une conférence de presse, Don Keough, alors président et chef de l'exploitation, a déclaré: « La passion pour le Coca-Cola original a été quelque chose qui a pris l'entreprise par surprise. Après la restauration de la formule originale de Coca-Cola classique, il est réapparu comme la principale boisson gazeuse en Amérique. » À la fin des années 1990, Coca-Cola a commencé à parler d'une transformation d'une entreprise principalement de boissons pétillantes à une entreprise de boissons totale. Un certain nombre de lancements de produits précoces ont rapidement conquis le marché de consommation croissant des boissons non gazeuses, en particulier sur le marché américain. Dasani a été lancé comme principale marque d'eau aux États-Unis de la société en 1999, suivi du lancement des jus Simply en 2001, des thés Gold Peak en 2006, et de l'acquisition de l'eau vitaminée et de Smartwater en 2007. Aujourd'hui, chacune de ces marques se classe parmi les 21 marques de la société. Marques qui génèrent chacune plus d'1 milliard de dollars de ventes au détail par an. Aujourd'hui, alors que les consommateurs continuent d'exiger de nouveaux choix de boissons passionnants dans le monde entier, la société trouve de nouvelles façons d'exploiter les tendances croissantes en prenant des positions de propriété dans des marques de boissons à croissance rapide. En 2007, Coca-Cola North America a lancé son unité Venturing and Emerging Brands pour rechercher et identifier la prochaine génération de marques d'1 milliard de dollars que la société peut ajouter à son portefeuille. Web agit en tant que capital risqueur et incubateur de marques qui a acquis ou investi dans des marques telles que Honest Tea, Zico, Suja et Core Power. On se souvient de Pemberton pour son invention de la boisson ainsi que pour ses contributions à la réforme médicale et à la chimie. Il a été administrateur de l'ancienne école de médecine de l'université Emory, a siégé au premier conseil des administrations des pharmacies de Géorgie et son laboratoire est devenu le premier établissement public à effectuer des tests de produits chimiques pour le sol et les cultures. Il continue d'être exploité par le ministère de l'Agriculture de Géorgie.